Tout à l'heure, vous parliez que gouverner, c'était aussi anticiper. Et il y a cette phrase, gouverner, c'est prévoir. Mais évidemment qu'on prévoit. On anticipe. Alors c'est vrai que fut un temps, M. Oulamy disait que vous aviez une politique qui n'était pas suffisamment anticipatrice. Bon, force est de constater que c'est évidemment le cas, vu la situation dans laquelle on se trouve. Et puis, vous le savez parce qu'on l'a évoqué en commission, mais si la situation budgétaire de la ville était si formidable, pourquoi j'aurais été obligé de faire un emprunt dès mon premier mois de mandat de 1 500 000 € pour payer les salaires des agents? Avec vos déclarations récentes, vous avez cherché, par le mensonge, à hystériser la situation. Et malgré les démentis formalisés au sein de ce compte financier unique, malgré les démentis de la Chambre régionale des comptes, institution dont vous pouvez en toute honnêteté contester la neutralité et la probité, vous continuez de vous complaire dans un mensonge qui constitue le seul artifice de langage dont vous disposez pour justifier l'injustifiable. Gérer une ville, c'est faire des choix politiques et les assumer. Votre choix, sous couvert d'une dramatisation financière totalement artificielle et mensongère, est manifestement de préparer les esprits à un plan d'austérité, comme nous l'avons vu ces derniers jours avec votre proposition de suppression de 18 postes d'agents municipaux. Il faut que les Couéronnaises et les Couéronnais le sachent, votre objectif prioritaire, aujourd'hui, après 2 mois de mandat, c'est de sacrifier l'intérêt général et nos services publics pour dégager à la hâte quelques manœuvres financières afin de vous fabriquer sur le dos des agents un mini-bilan électoraliste. Donc n'accusez pas les finances de la ville, et encore moins les services, s'il vous plaît, pour justifier vos propres choix politiques et vos propres orientations budgétaires. Assumez-les. Enfin, j'aurais terminé mon propos en m'adressant à vous, mesdames et messieurs, les adjoints et conseillers municipaux de la majorité. N'oubliez pas que vous êtes toutes et tous solidairement responsables des politiques qui sont menées par M. Cazenave. Et n'oubliez pas non plus que chacun d'entre vous sera redevable vis-à-vis des Couéronnaises et des Couéronnais des choix politiques et humains de M. Cazenave, qui dès lors sont aussi les vôtres. Et vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Je vous remercie de votre attention. Moi, j'aime beaucoup, Madame Bauchet, comment vous essayez de faire culpabiliser les membres de cette nouvelle majorité. Là où c'est quand même assez culotté de votre part, c'est qu'on parle d'un bilan 2025, mais nous, on n'est pas arrivé en 2025. On est arrivé en 2026, avec les choix que vous avez votés, avec 120 000 € dans les caisses. Eh bien si, Madame Bauchet, si on suivait votre programme tel qu'on l'a fait, on avait 120 000 € dans les caisses. Bon, alors, vous dites qu'on veut faire des économies sur le dos du personnel. On vous a déjà dit que c'était faux, puisqu'on a un certain nombre de mesures. La question, c'est l'évaluation de notre patrimoine immobilier, bâti ou non bâti. C'est créer des recettes supplémentaires en valorisant le même patrimoine. Donc, vous voyez bien que le personnel, ce que vous dites est faux. Et puis, il y a quand même un petit élément que je voudrais avoir, parce que M. Pelletet a eu l'extrême délicatesse de reprendre lors du premier conseil municipal des propos de Mme Auffray qui dataient de 2015. Moi, je n'ai pas eu besoin de remonter aussi loin que ça pour retrouver certains de vos propos et que je vais vous énoncer équivaut pour un certain nombre d'entre vous. Il faut savoir que dès 2022, M. Héon, qui était le prédécesseur de M. Parmentier, parlait déjà d'un risque d'effet ciseau. Dès 2022. Donc vous étiez parfaitement au courant de la direction qu'on était en train de prendre. 2022, c'était donc avant la chute d'Arc-en-Ciel et la perte des 2 millions d'épargne brute. Et on retrouve ces mêmes explications en 2025 sur le Conseil de février et sur le Conseil de décembre, où tous, unanimement, vous avez fait le même constat que celui qu'on partage avec vous, c'est que l'État nous réduit nos marges de manœuvre, qu'il y a un risque d'effet ciseau qui se précise de plus en plus, mais malgré tout ça, vous continuez. Vous êtes imperturbable. C'est quand même assez incroyable ce que vous êtes capable de faire. Vous nous dites, plus ça va, moins on a de sous, mais par contre on continue comme avant. Bah, excusez-moi, c'est irresponsable. Tout à l'heure, vous parliez que gouverner, c'était aussi anticiper, et il y a cette phrase, gouverner, c'est prévoir. Mais évidemment qu'on prévoit. On anticipe. Alors c'est vrai que fut un temps, M. Oulamy disait que vous aviez une politique qui n'était pas suffisamment anticipatrice. Bon, force est de constater que c'est évidemment le cas, vu la situation dans laquelle on se trouve. Et puis, vous le savez parce qu'on l'a évoqué en commission, mais si la situation budgétaire de la ville était si formidable, pourquoi j'aurais été obligé de faire un emprunt dès mon premier mois de mandat de 1 500 000 € pour payer les salaires des agents?
Voilà. Alors, oh bah oui, mais c'est vrai, c'est quand même dommage quand les haters, alors je ne sais pas d'où ils viennent sur Facebook, hein, je ne citerai aucun nom, mais ils ont essayé de monter tout ça en épingle. C'est quand même bien dommage quand ça ne correspond pas à une réalité. Et puis, ensuite, cet effet ciseau qui a été évoqué par M. Héon, qui a été évoqué par M. Vallée, finalement, ça a servi de leçon à personne, puisque le même prédécesseur que M. Parmentier se réjouissait de la politique RH volontariste de la collectivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en 2020, avec 70 personnels de moins, le service public rendu aux Couéronnais était moins bon qu'en 2026? C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire que les 5 millions supplémentaires que vous avez dépensés en charge de personnel entre 2020 et 2026 faisaient qu'en 2020, le service public était de mauvaise qualité? Parce que finalement, c'est votre propre bilan que vous attaquez en disant ça. Et puis, je reviendrai à quelque chose que j'ai dit dans mon propos liminaire, où j'ai dit que je ne voulais pas que les Couéronnais soient de nouveau mis à contribution, puisque les chiffres sont têtus, comme on dit. En 2014, les impôts locaux représentaient 9,9 millions d'euros. En 2026, c'est 17,9 millions d'euros. C'est 8 millions d'euros supplémentaires en l'espace de 12 ans. De son côté, les charges de personnel étaient de 11,8 millions en 2014. Elles sont de 20,6 millions en 2026, soit une hausse de 9 millions d'euros en l'espace de 12 ans. Donc vous augmentez les impôts de 8 millions, mais les charges liées au personnel, soit consécutifs à l'augmentation du point d'indice, soit à diverses dépenses, puisque quand on parle de point d'indice, on parle de fonctionnaires, mais il y a aussi l'augmentation du SMIC, telle que votée récemment par le gouvernement et qui coûtera la modique somme de 233 000 euros l'année prochaine. Vous voyez, il faut anticiper, parce que si on n'anticipe pas, on se retrouve dans la même situation qu'aujourd'hui, si ce n'est pire. Et je terminerai avec un seul élément avant de vous redonner la parole, Monsieur le Président, que vous l'avez rappelé, Madame Bauchet, l'augmentation fiscale que vous avez faite sous le mandat précédent n'a à peine permis que couvrir les charges de personnel. Ça veut bien dire que si on a des charges de personnel qui augmentent, qu'on a des recettes qui n'augmentent pas de la même manière, ou en tout cas pas assez vite, ça veut dire que c'est qui va encore payer, qui va mettre la main au pot? Eh bien, c'est les Couéronnais. Donc à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que ce qu'on donne aux agents, on le retire des Couéronnais, ou est-ce qu'on considère, à un moment donné, qu'il faut peut-être qu'on fasse un effort sur nous-mêmes, et ensuite, les Couéronnais jugeront si oui ou non c'était nécessaire. J'en reste persuadé. Et puis enfin, sur la Cour régionale des comptes, alors vous nous parlez de son analyse, mais enfin, le dernier rapport de la Cour régionale des comptes date de 2014. Donc, ça fait 12 ans qu'elle n'a pas alimenté nos comptes. Et je rappelle qu'en 2014, elle avait eu cette phrase lapidaire sur votre gestion en disant qu'il y avait des primes dont la légalité était douteuse. Donc, venez pas nous donner des leçons de gestion. J'en ai terminé, Monsieur le Président. La mandature. On le voit ce soir, la vérité, c'est que Couéron n'est pas en faillite, loin de là, et que Couéron a encore les moyens d'agir et de choisir. Et la situation financière, telle qu'on la découvre, n'est pas celle de que l'équipe de M. Cazenave nous décrit. Alors, à quoi sert ce récit de crise? Eh bien, à préparer les habitants à moins de services publics, à préparer les agents à moins de collègues, à préparer les familles à moins d'accueil, à préparer les Couéronnais à accepter ce qu'ils auraient refusé si les choses étaient dites clairement. Parce qu'en politique, il y a toujours des choix. Et les premiers choix de votre majorité sont particulièrement éclairants. Ce sont des choix libéraux. La seule boussole pour gérer le budget de la commune devient en quelque sorte les dépenses, et encore par n'importe lesquelles, comme il a été dit à l'instant. Quand il s'agit des agents municipaux, on parle d'économies, d'efforts nécessaires, de contrats non renouvelés, de réorganisation, de masse salariale vue comme une charge. Quand il s'agit des services publics, on parle contraintes, charges. Quand il s'agit de la gouvernance politique, là, miracle budgétaire, on trouve de la souplesse, on trouve des marges, on trouve de quoi financer un nouveau poste au cabinet du maire ou des indemnités pour d'autres adjoints et adjointes. Bref, la dépense devient beaucoup plus élégante parce qu'elle concerne le pouvoir plutôt que le service public. Une commune n'est pas une entreprise et notre commune n'est pas une entreprise en difficulté que l'on viendrait restructurer à coup de suppression de postes et de communication de crise. Un budget communal ne se gère pas comme une entreprise, il sert à répondre aux besoins des habitants et des habitantes. Une commune n'a pas vocation à produire du bénéfice, elle a vocation à faire vivre les services publics. Et ces services publics, eh bien, ce sont les agents qui les assurent, ce sont les agents qui accueillent les enfants, qui entretiennent les bâtiments, qui font fonctionner les écoles, la restauration, les accueils périscolaires, les équipements sportifs, la culture, les espaces verts, les cimetières, l'action sociale et les services de proximité. Les agents ne sont pas une variable d'ajustement, les enfants ne sont pas une ligne Excel,
Les familles ne sont pas un tableau de contraintes et les services publics, c'est pas du luxe. Notre choix est clair, il faut préserver les agents, maintenir les services publics, investir dans les écoles, les bâtiments publics, la solidarité, les associations et l'adaptation climatique qui demeure une priorité. Je vous remercie. Reconduit. Nous souhaitons rappeler et souligner la réalité des délais de recrutement sur ces fonctions. Entre publication, entretien, prise de poste, plusieurs mois sont nécessaires. Dans ce contexte, l'absence d'anticipation fait peser un risque réel de fonctionnement fortement dégradé et dysfonctionnel pour la collectivité. Les conséquences, et en la circonstance, il ne s'agit pas d'hypothèse, mais de la réalité, qui inévitablement va advenir, se déclineront à plusieurs niveaux. Au niveau des agents, pour ce qui relève du sens de leur intervention et de leur efficience. Au niveau de la population, pour ce qui relève de la qualité de l'offre de services publics. Au niveau de nos partenaires institutionnels, pour ce qui relève de la qualité des coopérations entre institutions et donc de la crédibilité de la ville. Viennent s'ajouter les évictions rapides, pour ne pas dire précipitées, d'agents dont l'engagement au service de la collectivité a été constant, suscite incompréhension et inquiétude quant à la continuité et à la qualité du service public. Ces décisions s'inscrivent dans un climat social particulièrement tendu, comme témoigne le récent mouvement de grève ayant mobilisé, in fine, une majorité des agents municipaux, toutes catégories confondues. Au-delà de l'inquiétude liée à la volatilité de vos déclarations et des perspectives d'externalisation de certains services, plusieurs mesures ont conduit à la non-reconduction de contrats et à une fragilisation des parcours professionnels. Vous avez décidé de mettre fin à des contrats, de ne pas renouveler un agent sur un poste d'ATSEM, agent dont la qualité professionnelle était reconnue par sa hiérarchie ainsi que par les différentes composantes de la communauté éducative et des équipes enseignantes, aux enfants, en passant par les parents d'élèves. Alors qu'il n'y a pas de fermeture de classe, que 3 départs en retraite sont prévus d'ici septembre, un 4e dans les mois à venir. Pour maintenir un ATSEM par classe, comment allez-vous faire? Recruter? Quelle perte de temps pour toute la collectivité et de ressources. Quels sont les critères et les motifs ayant conduit à ne pas titulariser certains agents, y compris après leur période de stage, dans les secteurs de l'éducation et de l'entretien ménager? Pourquoi certaines situations de contractualisation ne respectent-elles pas les cadres prévus? Il s'agit ici des postes de restauration, contrat de 2 ans, alors que la législation prévoit 3 ans. En refusant la stagiarisation ou en prorogeant des stagiarisations pour des agents responsables de site, animateurs ou agents de restauration, vous prenez le risque que ces mêmes agents, reconnus pour la qualité de leurs services, partent vers d'autres collectivités, alors même qu'il manque toujours d'agents. Avec ces décisions, c'est l'école et l'éducation que vous remettez en question et que vous fragilisez. La prorogation des stages doit répondre à un cadre réglementaire précis et ne saurait devenir un outil de gestion de précarité. Vous faites de la casse humaine. Oui, je le répète, vous faites de la casse humaine. C'est du point de vue institutionnel inadmissible. C'est du point de vue organisationnel injustifiable. C'est du point de vue moral intolérable. C'est encore également plus incompréhensible parce que au dernier conseil municipal du 9 avril, je vous invite à reprendre la page 16, vous avez affirmé, je cite, « On sait que c'est la corde sensible de dire « Allez, vous virez des agents. Allez, vous coupez les subventions à toutes les associations. » La réponse est non. Non, vous voulez une réponse claire, ma réponse l'est tout autant. La réponse est non. Moins de 11 semaines après, on voit que la réponse n'est pas si claire. Aujourd'hui, une question centrale se pose. Comment les services vont fonctionner dans ces conditions et avec quels moyens humains? Cela vous oblige à nous présenter dès aujourd'hui des lignes directrices de gestion du personnel que vous comptez mettre en place. Au-delà des situations individuelles, c'est bien une vision d'ensemble que nous attendons. Et il ne vous sera pas possible de vous réfugier derrière l'audit que vous comptez diligenter, dans la mesure où vous mettez déjà en œuvre vos recettes sans attendre de disposer des analyses. Conclusions et préconisations que la démarche d'audit est censée précisément vous donner. Une collectivité ne se gère pas comme une entreprise. Elle repose sur la stabilité, la reconnaissance et l'engagement de ses agents au service de l'intérêt général. Nous serons particulièrement vigilants aux suites qui seront données à ces décisions, ainsi qu'à la présentation du prochain tableau des effectifs et à ses impacts sur le service rendu aux habitants. Nous tenons enfin à réaffirmer notre soutien aux agents et à saluer leur professionnalisme et leur engagement au service d'une certaine conception de la notion du service public, au service de l'intérêt général, au service du territoire et de la population. Merci.
Merci Madame Barre. Bien, je vais répondre aux différents éléments. Alors Monsieur Magré, pour vous parliez de pourquoi il n'y avait pas de suppression de postes au tableau des effectifs, c'est tout simplement parce que ces postes sont gelés, ils ne sont pas supprimés. Donc effectivement, l'attente de l'analyse que nous vous avons signifiée la dernière fois. Sur les emplois vacants que vous évoquez, Madame Barre, un certain nombre de ces emplois étaient déjà vacants à notre arrivée. Donc finalement, on récupère une gestion. Par ailleurs, sur la direction culture, initiative locale et des sports, c'est Madame la directrice générale des services qui, dès notre arrivée, était déjà sur l'intérim de ce poste. Et comme vous l'avez rappelé et que vous anticipez un peu le point RH de la fin de ce conseil, Madame la directrice générale des services donc, quittera ses fonctions à compter du 1er octobre au plus tard. Et le recrutement d'un DGS, enfin des premiers sondages, sont déjà en cours pour connaître son successeur. S'agissant maintenant de la durée des contrats, et vous évoquez le cas plus particulier d'une ADSEM qui a fait l'actualité assez récemment. Bon, là encore, je le disais à Madame Baucher tout à l'heure, mais ça vaut aussi pour vous, vous êtes quand même sacrément culotté de nous dire ça. Qui a mis cette ADSEM dans une précarité d'emploi? Qui, pendant 11 ans, on l'a laissé contractuelle? Qui, pendant 11 ans, a fait l'objet de subterfuges de ressources humaines pour pouvoir continuer à la mettre sous contrat? Finalement, la situation dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez voulu. Si, comme vous le dites, son travail était reconnu et que vous-même vous l'aviez reconnu auparavant, pourquoi vous ne l'avez pas contractualisé, CDIsé à partir de ces 6 années? Pourquoi vous l'avez fait attendre 11 ans? Peut-être parce que là, vous êtes en train de prendre une posture politicienne, parce que là, ça fait du bien, on se fait mousser, hein. Mais dans le fond, vous en pensez pas moins. Non, j'ai pas fini, Madame Barre. J'ai pas fini, Madame Barre. Donc, je vous réponds. Oui, ben je vous respecte. Je vous respecte, mais par contre, je vous dis les faits. Les faits, c'est que pendant 11 ans, vous l'avez laissé dans cette situation. Pendant 11 ans. Maintenant, si on parle des chiffres, parce que visiblement, vous les aimez. Nous avons 31 classes de maternelle sur la commune de Couéron. L'obligation est d'avoir une ADSEM par classe. Nous avons 37 personnels. Bien. Si nous rajoutons les 2 ADSEM volantes qui sont là pour suppléer leurs collègues en cas d'absence, soit de congé de rattrapage, d'arrêt maladie, nous montons donc à 33 personnels sur 37. Donc vous conviendrez qu'on est bien au-dessus des obligations légales. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, gouverner, c'est prévoir. Eh bien, j'ai eu l'opportunité avec certains de nos agents et certains de mes collègues maires d'assister à une réunion de la DAZEN, donc la direction départementale de l'éducation nationale, et qui nous présentait non seulement son objectif d'expérimentation, demandé par Monsieur le ministre Geffray, mais également quelques chiffres de projection sur les années à venir. D'ici à 2035, ce sont 1,7 million d'élèves en moins dans le premier degré. Rien que sur la Loire-Atlantique, en 15 ans, c'est 12 000 élèves en moins, dont 8 000 dans l'école publique. 2025, Nantes Métropole, c'est 63 260 élèves. En 2035, ce sera environ 59 138. Le déclin démographique est une réalité. Il est là, qu'on le veuille ou non. Maintenant, notre rôle, c'est d'accompagner ces mutations pour précisément suivre cette trajectoire. On le sait, on a une situation démographique qui va être difficile. On a fait le choix qu'on assume parfaitement de ralentir drastiquement les grands projets de construction. Vous l'avez rappelé, Monsieur Magré, tout à l'heure, la nécessité de mettre à niveau nos infrastructures publiques, autant sportives que les écoles, et l'actualité récente nous donne encore une raison de plus de mettre le paquet sur le sujet. Pour autant, comment je fais si je suis ce qu'avait prévu l'ancienne majorité, c'est-à-dire d'ici à 2035, plus 1000 logements? Je fais quoi? Je les mets où, ces personnes-là, ces nouveaux habitants? Je leur propose quoi comme activité? C'est quoi la solution qu'on leur donne? D'être dans des classes pas adaptées? D'aller s'inscrire dans des clubs sportifs qui n'ont pas la capacité de les accueillir dans de bonnes conditions? C'est ça qu'on veut pour eux? Eh bien non, nous on fait un choix différent. On fait le choix de ralentir ces constructions, de nous laisser le temps de mettre à niveau nos services publics et nos infrastructures publiques. Et oui, quand on parle de cette ADSEM en l'occurrence, eh bien en fait on ne fait qu'accompagner un mouvement de fond. Et donc soit on fait comme les 3 singes de la légende, on n'entend pas, on se tait et on regarde pas, soit on décide d'être à peu près cohérent par rapport à ce qui se passe. Ben nous on fait ce choix-là. Alors vous pouvez le regretter, j'en conviens, c'est votre droit le plus strict, mais c'est aussi une réalité. Et nous on décide de la regarder en face plutôt que de faire du déni. Merci, Monsieur Magré.
Je voulais pas intervenir, mais c'est trop tentant. Ça valide, je souscris à à une partie du propos de Faridou Lamy, mais surtout ça valide exactement l'alerte que j'avais portée au tout début, en disant que les délégations, ça se cède pas n'importe comment. Je vous avais dit à tous et toutes, qu'il fallait bien réfléchir aux délégations qu'on cédait aux maires. Et ben voilà, là, on est tout de suite dans le sujet. Je vous remercie. Merci. Alors, je vais essayer de répondre dans la complétude des sujets. Je vais commencer sur la question de l'opportunité de cet aménagement. Eh bien, en fait, on a été élu sur un programme. Et dans ce programme, mais vous l'avez rappelé, c'est un élément commun que nous avions, il y avait la volonté de dynamiser nos bords de Loire, de créer des attractivités, des activités nouvelles, pardonnez-moi. Il y a aussi, depuis le début de ce conseil et du vœu qui a été présenté par Monsieur Magré, un consensus entre nous, toutes composantes de ce conseil municipal. C'est qu'aujourd'hui, tout augmente, sauf les salaires des gens. Et qu'aujourd'hui se pose naturellement la question de quelles activités on peut offrir à ses enfants, à quel moment on peut partir en vacances, pendant combien de temps. Eh bien, c'est là aussi le rôle social de la collectivité et de la mairie de Couëron, c'est de pouvoir créer des activités sur son territoire pour tous ceux qui n'auraient pas la capacité de pouvoir en profiter ailleurs. Alors oui, nous en sommes fiers de pouvoir le faire parce que c'est une activité qui est gratuite, ouverte à tous, libre d'usage. Et donc pour indiquer, monsieur Oulamy, chaque Couëronnais pourra utiliser ce terrain comme il l'entend. Et par ailleurs, c'est pour ça que nous avons fait le choix non seulement d'avoir le terrain de beach volley, mais également d'avoir un terrain de sable à proximité pour que d'autres activités puissent aussi se créer. Je sais que nous avons un club de molki sur Couëron, peut-être en profiteront-ils. Peut-être aurons-nous des concours de château de sable, nous verrons bien ce que les Couëronnais décident de faire. Ma foi, on verra ce que l'imagination de chacun peut laisser faire. Après, je comprends la question qu'il y a sur les coûts annexes. Alors, je vais être très transparent. Le seul coût annexe que nous avons, c'est un coût qui est lié à l'entretien à raison de 3 fois par semaine de ce terrain par une personne issue de Cap Ouest. Cap Ouest, association avec laquelle nous sommes en contact et qui était déjà le cas sous la précédente majorité, qui permet la réinsertion sociale par l'emploi. Vous parlez des pouvoirs que je me suis octroyés, c'est les pouvoirs que le conseil municipal a bien voulu me déléguer. Eh bien oui, mais ça a quand même son importance. Ensuite, vous me posez la question, mais les Couëronnais ne vont-ils pas s'ennuyer d'un terrain de beach volley? Eh bien, je ne crois pas. Alors, c'est dommage que vous ne soyez pas venus samedi soir lors de la première édition des Rendez-vous de la Loire, qui a été un véritable succès. Et je tiens à remercier devant vous à la fois Plaza des Comidas et le Nid des Créateurs qui ont accepté à notre demande de porter cet événement sur cette soirée. Et sur cette soirée, le terrain de beach volley n'était pas encore opérationnel. Et pourtant, on avait, au bas mot, je comptais vers 21h, 21h30, une bonne quarantaine d'enfants qui étaient en train de jouer sur les buts de sable, alors que le terrain n'était pas encore prêt. C'est que rien que ça, l'usage détourné que nous avons de ce terrain de beach volley répond à un enjeu. Alors, on peut le contester, mais néanmoins, on voit bien que c'est une demande. C'est également une demande qui a été faite, qui correspond aux différents aménagements. Et là, je remercie et félicite les agents du service technique municipal qui nous ont construit, non pas 3 comme c'était la commande initiale, mais 6 tables de pique-nique que nous avons pu installer sur les bords de Loire et qui ont été littéralement pris d'assaut sur ce week-end. Enfin, et là, c'est à titre tout à fait personnel, puisque je vais leur proposer sous peu de venir faire une démo gratuite. Mais je tiens à féliciter, et je crois pouvoir le faire au nom de l'ensemble de ce conseil municipal, notre club de volley, la Concorde, qui est monté en National 3 à l'issue, donc l'équipe féminine de National 3, de la Concorde Volley, qui est montée en National 3 à l'issue de son dernier match, et je crois que nous pouvons évidemment tous les féliciter. Enfin, sur la question de la légalité. Alors, j'en conviens, Monsieur Philippot, la question de l'urgence n'était pas impérieuse, disons-le comme ça. J'en conviens tout à fait. Mais vous verrez que ça n'enlève en rien à la légalité de cette décision. Puisque, comme ça a été rappelé par certains membres de l'opposition, dès le premier conseil municipal, avec toujours beaucoup de délicatesse, je suis juriste.
Et le problème des juristes, c'est qu'on lit le droit et on lit les articles. Et donc, il y a un très bon site que je vous conseille, qui s'appelle Légifrance, et dedans, vous allez trouver l'article R2122.8 du Code de la commande publique, qui dispose dans son premier alinéa: l'acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalable pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 60 000 € hors taxe pour les marchés de fourniture et de services. Et là, le projet que nous vous proposons est un projet à 56 100 € et 53 centimes, toutes taxes comprises. Le deuxième alinéa prévoit la chose suivante. L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre aux besoins. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait 6 devis que nous vous ferons parvenir, Monsieur Philippot, que vous puissiez en juger par vous-même. Par ailleurs, et j'anticipe aussi quelques questionnements, c'est qu'il y a du matériel qui relève de l'investissement et du matériel qui relève du fonctionnement. Le fonctionnement concerne le personnel engagé sur cette période et puis la location du sable. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de retraiter le sable. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix d'avoir une entreprise qui dépose le sable et qui le terrasse, mais également qui le récupérera à l'issue pour le retraiter, qui soit réutilisé sur d'autres projets. Le reste du matériel, je pense aux pare-ballons, je pense aux différents grillages qui doivent permettre la sécurité en période nocturne, notamment aux poteaux, aux filets. Tout ça relève de l'investissement et du matériel que l'on pourra remettre à la disposition des associations qui en feront le besoin. Donc finalement, en tout et pour tout, ce que ça coûtera à la collectivité, c'est que je vous dise pas de bêtises exactement, c'est les 10 962 € et 20 centimes que coûte le sable. Pour le reste, c'est du matériel qui sera réutilisé et mis gracieusement à la disposition des Couéronnais et d'associations couéronnaises qui en feront la demande. Je crois que nous avons terminé sur les contrats et décisions. Oui, Madame Baucher. Oui, je voulais juste revenir sur vos propos. Je suis complètement d'accord avec vous. On est bien dans le cadre d'un marché de gré à gré, donc bien évidemment, aller passer par différentes fournisseurs pour choisir le devis le plus adapté est absolument pas contraire à la commande publique. Pour autant, quand on a voté le règlement intérieur de la CAO, il était bien indiqué qu'il y avait de l'information à la commission d'appel d'offres qui devait être fait pour tout projet. Et vous savez bien que dans le cadre d'un marché public comme celui-ci, on parle du projet dans sa globalité. Donc c'est quelque chose pour lequel il y aurait dû y avoir une information. Et c'est ça aujourd'hui qu'on veut aussi mettre en évidence, c'est qu'une fois de plus, on n'a pas cette communication envers les oppositions de transparence par rapport à la commande publique. Je vous remercie. Je vais être aussi honnête que je l'ai été jusque dans la réponse que je viens de vous apporter. Il y a une phrase qu'on m'a dite depuis le début de ce mandat: Monsieur Cazenave, vous n'êtes pas chef de service. Bon, maintenant que j'ai entendu cette phrase à de multiples reprises, je ne vais pas passer derrière les chefs de service pour savoir ce qu'ils font passer en CAO. Ils ont un certain nombre d'années derrière moi, et évidemment, il y a eu un manquement, une irrégularité qui sera réparée à l'issue de la prochaine CAO du 2 juillet, et si, elle va être remise. Elle va être réinstaurée. Nous avons fait la demande au service pour précisément réparer cette irrégularité, qui n'enlève rien à la légalité de ce projet néanmoins. Et donc effectivement, les conclusions ont été tirées de ce manquement et nous ferons en sorte que cela ne se renouvelle pas. Voilà. Mais juste quand même de dire que vous êtes un tout petit peu gonflé de mettre ça sur le dos des services. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes juriste, vous avez validé un règlement intérieur avec Monsieur Perlade. Enfin, à un moment donné, vous êtes quand même responsable de ces projets et du respect des règles que vous votez vous-même. Certes, mais je vous confirme encore que j'ai quand même énormément de sujets, et on a pu le voir par les débats que nous avons eus ce soir, pour ne pas, en plus de faire mon travail, faire celui d'autres personnes. Et donc j'ai toute confiance dans mes services, mais néanmoins, dès lors qu'il y a un manquement, il doit être régularisé, et il le sera. Vous prenez même pas vos responsabilités, Monsieur Cazenave, c'est désolant. Et c'est vrai qu'on l'avait pas encore eu ce soir, c'est pas moi, ce sont les services. Merci.